Janvier 1944. L'Union soviétique lance une intense attaque blindée contre les forces allemandes sur le front de l'Est. On savait qu'ils approchaient. On nous avait dit de nous méfier des chars russes. Des vagues constantes de chars soviétiques déferlent sur les Allemands assiégés. Les Soviétiques avaient 1580 chars et canons d'assaut. Il fallait les arrêter avant qu'ils n'atteignent l'Allemagne. Nettement inférieurs en nombre, les Allemands tentent désespérément de repousser les Soviétiques. Ils étaient seuls devant 2000 chars d'assaut ennemis. Je m'en souviendrai toute ma vie. Les chars d'assaut de l'armée rouge et des forces allemandes se disputent violemment les pays baltes durant la Seconde Guerre mondiale. C'était une opération suicide. Juillet 1943. Le violent conflit opposant l'Union soviétique et l'Allemagne nazie depuis 2 années atteint son paroxysme au moment où Adolf Hitler envoie toutes ses forces pour détruire l'armée rouge. Mais après plusieurs semaines de combat près de la ville de Koursk, les Allemands sont forcés de battre en retraite. C'était la bataille décisive de la guerre. C'était aussi un tournant majeur pour l'armée rouge. À l'automne 1943, les Soviétiques préparent une offensive massive pour chasser l'envahisseur allemand de sa mère patrie une bonne fois pour toutes. Leur plan est de lancer une attaque le long du front de l'Est avec un nombre considérable de soldats et d'artillerie. Plus au nord, les Soviétiques traversent les pays baltes et entrent en Allemagne via la Prusse orientale. Le 14 janvier 1944, l'armée rouge passe à l'attaque. Pour la campagne des pays baltes, les Soviétiques déploient 3 groupes d'armées entiers, composés de 1 200 000 soldats, des milliers de canons lourds et 1500 chars d'assaut. La grande force du corps blindé russe a toujours été le mouvement de masse. Les Russes forment de grosses vagues de chars d'assaut qu'ils lancent sur l'ennemi comme un instrument contondant. Le pilier du corps blindé soviétique est le char moyen T-34 de 30 tonnes. Armé d'un canon de 76 mm et protégé d'un blindage frontal incliné de 45 mm, le T-34 combine efficacement la puissance de feu, la protection et la manœuvrabilité. Quand l'armée rouge a commencé son offensive, ils étaient tellement nombreux que les forces allemandes n'avaient aucune chance contre eux. Les Allemands ont dû se replier derrière ce qu'ils appelaient la ligne Panther. Pour défendre la ligne Panther, les Allemands n'ont que 600 000 soldats, quelques milliers de pièces d'artillerie et moins de 200 chars et canons d'assaut encore opérationnels. Les Allemands tentent de renforcer leur ligne avec ce qui reste de leurs chars d'assaut, mais l'armée rouge avance rapidement et arrive à les encercler. Les Soviétiques percent les lignes allemandes et étendent leur tête de pont sur 15 km le long de la rive ouest du fleuve Narva. Ils deviennent une menace pour le groupe d'armées nord-allemand et pour le chemin de fer qui les ravitaille. Avant la première attaque,
une colonne de T-34 sonde les lignes allemandes dans un secteur protégé par 2 canons anti-chars mobiles. On montait la garde dans les environs de Kinderheim. On était en position fixe et l'artillerie ennemie nous tirait dessus. On nous avait dit de nous méfier des chars russes. On savait qu'ils approchaient. L'infanterie nous avait avertis par radio qu'ils entendaient des bruits dans les bois et que ça ressemblait au son des chars d'assaut. On ne voyait pas très bien à travers les ombres des arbres. Mais j'ai gardé les lunettes d'approche sur mon nez et les yeux rivés vers la forêt. J'ai finalement aperçu du mouvement. C'était un char russe qui s'approchait. Notre commandant nous a tout de suite ordonné d'ouvrir le feu. Le Sturmgeschütz est un chasseur de chars mobile. Avec son profil bas et son canon à haute vitesse de 75 mm, le Stug est l'arme anti-char la plus efficace que possèdent les Allemands. En 1944, ils ont déjà détruit 20 000 chars d'assaut de l'armée rouge. Le premier coup a atteint la cible et a ricoché. Dès que je tirais, le chargeur replaçait un obus. Il était toujours prêt. La distance était bonne, mais je devais déplacer mon canon d'1 degré ou 2 avant de tirer à nouveau. Et on l'a eu. Ils sont sortis du bois les uns après les autres. Ils étaient 10 au total. Ils tiraient sur nous, mais ils rataient toujours la cible, comme s'ils tiraient à l'aveuglette. Dans l'armée allemande, on dit souvent « Ne t'en fais pas pour les Russes, ils ratent toujours leur premier coup ». À environ 100 mètres de moi, notre deuxième canon en a détruit 2. Le troisième char faisait demi-tour quand je l'ai détruit. Le quatrième était encore plus loin, mais j'ai réussi à l'atteindre. Mes camarades sur l'autre canon se sont mis à la poursuite d'un autre char et l'ont détruit. Les autres ont disparu. On en a détruit 6, sans être touchés une seule fois. Ils étaient trop lents. On était meilleurs qu'eux. J'ai dit à mon commandant que j'avais eu de la chance. Et il m'a répondu que ce n'était pas de la chance, que c'était parce qu'on m'avait entraîné à les atteindre dès le premier tir. Grâce à leur efficacité, les 2 Stug arrivent à sécuriser le champ de bataille. Mais la victoire est éphémère. Le combat devient plus sanglant. Dans l'espoir de mettre fin à l'avancée des T-34, les Allemands déploient leur arme la plus puissante, le char d'assaut Tiger de 57 tonnes. Janvier 1944. L'Union soviétique lance une offensive massive contre les forces d'Hitler sur le front de l'Est. Ils attaquent la ligne Panther, où les Allemands aguerris, mais grandement inférieurs en nombre, tentent de repousser l'assaut. J'ai dit à mon commandant que j'avais eu de la chance. Et il m'a répondu que ce n'était pas de la chance, que c'était parce qu'on m'avait entraîné à les atteindre dès le premier tir. Après plusieurs semaines de combat, les Soviétiques forment une petite tête de pont le long du flanc sud des forces allemandes. Ils sont maintenant prêts à pousser leur avancée vers la mer Baltique en encerclant le groupe d'armée nord d'Hitler. Mais ils doivent procéder avant que le dégel du printemps ne transforme le sol gelé en boue, ce qui ralentirait grandement les chars d'assaut.
À la mi-mars, ils ont déjà assemblé une immense armée que les Allemands ne pourraient jamais égaler. En 1944, les Allemands n'avaient que 16 chars d'assaut et 109 canons d'assaut. Les Soviétiques avaient 1580 chars et canons d'assaut. Pour équilibrer les forces, le haut commandement allemand déploie un de ses meilleurs commandants de chars, le lieutenant-général Jacinthe Strauchwitz von Gross-Sauer. Strauchwitz était considéré comme le meilleur commandant de Panzer. C'était un aristocrate, un comte, mais il était populaire et très intelligent. Strauchwitz renforce immédiatement les défenses anti-chars sur la ligne Panther, mais il doit surtout trouver le moyen de garder ouvertes les lignes de ravitaillement. L'armée allemande n'avait pas assez de véhicules. Et le peu de véhicules qu'elle possédait n'avait plus assez d'essence. La victoire aurait dû être assurée pour l'armée rouge. Mais Strauchwitz a un gros avantage, une unité de panzer d'élite qu'il peut déployer à certains endroits critiques sur le front. Du côté des Allemands, l'unité blindée la plus reconnue était sans doute le 502e bataillon de chars lourds. Sous le commandement d'Otto Carius, le 502e bataillon est devenu l'une des unités blindées les plus dévastatrices de l'armée allemande. Le 17 mars 1944, le 502e est déployé pour affronter les chars d'assaut de l'armée rouge à une intersection cruciale défendue par l'infanterie allemande. Accompagné de l'as de la guerre blindé Albert Kircher, Carius arrive à l'intersection au moment où les Soviétiques lancent un barrage d'artillerie. Les Russes nous envoyaient tout ce qu'ils avaient. Le barrage couvrait tout le secteur. C'était l'apocalypse. C'était une mer de feu. Les explosions étaient constantes. Le bruit était tellement intense que c'en était assourdissant. Une fois le barrage soviétique levé, des dizaines de T-34 foncent vers l'ennemi. Les seuls obstacles à franchir avant d'atteindre leur objectif sont Carius et Kircher, à bord des deux chars les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Le Tiger de 57 tonnes a été conçu pour contrer le T-34. Avec son canon puissant de 88 mm et son blindage épais de 100 mm, il est imperméable au tir du T-34. Carius envoie Kircher directement dans la ligne de mire des T-34 ennemis. De toute évidence, ils utilisaient une force massive pour repousser notre tête de pont jusqu'à Narva. Les T-34 avançaient déjà à toute vitesse. La radio était un des facteurs déterminants. Les Allemands tenaient à avoir une radio dans chaque char d'assaut pour permettre une manœuvre plus flexible sur le champ de bataille. Ils utilisaient la communication pendant les combats pour berner les troupes russes. J'ai pu avertir Kircher juste à temps. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Ils se sont embourbés dans un cratère de bombes. Les Soviétiques continuent leur avancée pendant que Carius les détruit les uns après les autres avec son canon de 88 mm.
On essayait toujours de viser entre la tourelle et le char lui-même. C'est plus efficace. Le reste des T-34 n'ont pas eu le temps d'ouvrir le feu. Ils ne savaient probablement pas qui les avait frappés ni d'où venaient les tirs. L'attaque à l'intersection est un échec. Et tout le long du front balte, l'offensive de l'armée rouge est stoppée par le dégel printanier. Les Soviétiques rassemblent plus d'1 million de soldats et se préparent à attaquer l'été suivant, dans l'espoir d'anéantir les envahisseurs allemands une bonne fois pour toutes. Pendant l'hiver 1944, les forces allemandes nettement inférieures en nombre défendent la ligne Panther contre l'armée rouge qui tente à plusieurs reprises de percer leur formation pour se rendre jusqu'à la mer Baltique. C'était une mer de feu. Les explosions étaient constantes. Notre haine pour les Russes devenait personnelle. Il fallait en tuer le plus possible pour arriver à survivre. Au printemps, le dégel empêche les chars de manœuvrer et les combats cessent. Le long de la ligne Panther, les carcasses de chars d'assaut recouvrent le champ de bataille. Aujourd'hui, les historiens trouvent encore des vestiges de ces mois sanglants dans les forêts d'Estonie. Toute cette forêt a poussé sur les vestiges des batailles. C'est une mine russe de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, il y avait tellement de batailles qu'on retrouve encore du métal partout. Ça, c'est le blindage latéral d'un T-34. Le char soviétique le plus connu de la Deuxième Grande Guerre. Partout autour, on retrouve beaucoup de cratères. Les batailles qui ont eu lieu ici ont été très violentes et très meurtrières. L'armée rouge refuse d'abandonner. Au printemps 1944, les Soviétiques se préparent pour une offensive massive prévue pour l'été suivant. Les usines d'armement sont la clé de leur succès. Chaque jour, des centaines de chars y sont fabriqués. Le Reich allemand n'avait aucune chance de remporter la victoire. Parce que les guerres modernes ne sont pas gagnées sur le champ de bataille. Elles sont gagnées d'avance dans les usines. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Reich allemand n'a produit que 25 000 chars d'assaut principaux, alors que les Alliés en ont produit plus de 200 000. À la fin du printemps, les Soviétiques peuvent compter sur plus de 1 200 000 soldats et 2 500 chars d'assaut pour chasser les Allemands des pays baltes. L'offensive est lancée le 22 juin 1944, date qui marque le 3e anniversaire de l'invasion allemande en territoire soviétique. En quelques semaines seulement, 4 groupes d'armées gagnent du terrain en Estonie, en Lituanie et en Lettonie et repoussent les Allemands vers la mer Baltique. Sur le flanc sud,
les Soviétiques parcourent près de 200 km vers le golfe de Riga. Les Allemands sont écrasés sous l'intensité et l'ampleur de l'attaque soviétique. Ils étaient attaqués sur tous les fronts. Ils devaient se défendre dans toutes les directions. L'assaut était terrible. Ils ne savaient plus quoi faire. Les unités de l'armée rouge avançaient comme un rouleau compresseur. Après cette bataille, les Allemands ont fait demi-tour. Nettement inférieurs en nombre, les Allemands finissent par battre en retraite le long du front balte. Hitler ordonne à ses commandants de contre-attaquer sur le champ. Il envoie ses chars d'assaut vers une mission périlleuse pour surprendre et ralentir la vague déferlante qui est devenue l'armée rouge. Les divisions de panzer de cette armée contenaient de 120 à 140 chars d'assaut en 1941. Mais il ne leur en restait que 9 ou 12. Le reste était constitué de pompiers qui se déplaçaient d'une troupe à une autre selon les besoins. La seule chance qu'ils avaient de réussir était de prendre les Russes par surprise avec leurs puissants chars d'assaut. Otto Carius est un maître de l'attaque surprise. Quand un éclaireur aperçoit des chars soviétiques dans un village non loin de la ligne de front, Carius déploie 8 chars Tiger. Nous étions laissés à nous-mêmes. Quelque part dans la vallée, il y avait des chars russes. Ils étaient dans un village appelé Malinova. Ça aurait été trop dangereux de les attaquer de front. Il fallait réussir l'opération sans subir de pertes dans la mesure du possible. Ce bataillon de chars était le seul du groupe d'armée nord et il devait couvrir une largeur de front de 1800 km. Ils étaient seuls devant 2000 chars d'assaut ennemis. Carius prépare un plan audacieux. Son but est de faire sortir les chars ennemis de leur cachette dans le village de Malinova. 2 chars allaient traverser le village à grande vitesse pour surprendre les Russes. Il ne fallait pas leur laisser le temps de tirer une seule fois. J'étais en tête et je devais nous guider jusqu'au centre du village le plus rapidement possible. Il était expert des embuscades et des effets de surprise. C'était leur plus grand avantage, l'effet de surprise. La vitesse était le facteur décisif dans cette opération. Kircher a remarqué que les tourelles des 2 chars russes se déplaçaient vers nous. Il s'est arrêté et il les a détruits. En avançant dans le village, ils font une terrifiante découverte. À la radio, il m'a dit de regarder sur ma droite. Nous étions sous le choc. Nous pensions que c'était un Koenigssteiger, capturé par l'ennemi russe. Mais ce n'est pas un Koenigssteiger. C'est la toute nouvelle machine à tuer de l'armée rouge. Un char monstrueux conçu spécifiquement pour réduire en miettes les Tigers de Carius. Le front de l'Est 1944. Les Allemands et les Soviétiques se disputent les pays baltes depuis 7 mois.
En juillet, l'armée rouge poursuit son offensive d'1 million de soldats contre une force allemande nettement inférieure en nombre. Dans le sud de la Lettonie, Otto Karius, l'as des blindés, mène une attaque contre des chars soviétiques dans le village de Malinova. Il était expert des embuscades et des effets de surprise. C'était leur plus grand avantage, l'effet de surprise. Dans le village, Karius et son camarade Albert Kircher sont surpris à leur tour lorsqu'ils se retrouvent face à face avec un char monstrueux. On pensait que c'était un Koenigsegger capturé par l'ennemi russe. Il s'agit en fait du char lourd JS-2. Nommé ainsi en l'honneur du dictateur soviétique Joseph Staline, le JS-2 est conçu pour contrer les chars allemands Tiger et Panther. Il est protégé d'un blindage frontal de 120 mm et son canon de 122 mm est assez puissant pour détruire le Tiger. Nous étions sous le choc. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai tiré. Et le char s'est enflammé. En bordure du village, les Allemands surprennent une unité complète de JS-2 dans une aire de repos. Karius et Kircher n'ont que quelques minutes avant que les équipages ne regagnent leur char. Les Allemands ne mettent pas beaucoup de temps à découvrir une faille importante du JS-2. Il devait ramener le canon parallèle au sol pour charger les obus. Ça veut dire qu'il devait le réajuster avant de tirer à nouveau. Il perdait du temps entre chaque tir. Avec son lent chargement, le char soviétique n'est pas de taille contre le Tiger. Seuls 2 chars russes se sont enfuis vers l'est. Les autres n'ont même pas eu le temps de bouger. L'attaque ne dure que 15 minutes. Durant cet engagement blindé parmi les plus audacieux de la guerre, Karius et Kircher détruisent plus de 20 chars soviétiques. Mais la situation d'ensemble reste inchangée. Les Allemands n'arrivent pas à freiner l'offensive de l'armée rouge. Ils étaient battus, mais on continuait à tirer. Et il y avait des morts partout. Pendant tout le mois de juillet 1944, la ligne de front allemande s'effrite à vue d'œil. L'armée rouge s'empare de Vilnius et continue son chemin vers la frontière de la Prusse orientale appartenant à l'Allemagne. Il ne fallait pas perdre du terrain. Il fallait les arrêter avant qu'ils n'atteignent l'Allemagne. Pour contrer l'avancée de l'armée rouge vers la Prusse orientale, Rudolf Salvermoser est chargé d'une mission de reconnaissance périlleuse. Mon char était en tête de l'unité de reconnaissance. Notre mission était de trouver les chars russes, de défendre notre position et de leur infliger le plus de dommages possible. On se trouvait derrière une colline. C'était une pente douce, un peu comme ça. Il fallait monter juste assez haut pour voir le versant. Mon sergent m'a dit de continuer jusqu'aux arbustes, mais c'était risqué. Salvermoser aperçoit une cible ennemie. J'ai vu un T-34 qui se dirigeait vers la forêt. Il était presque rendu. J'ai tourné mon canon à 11 heures. On était en fin d'après-midi et le soleil brillait très fort. Mais on avait l'habitude et nos appareils d'optique étaient excellents. J'ai tiré et au même moment, j'ai aperçu un éclat de lumière au loin. J'ai crié « Attention !»
Après 7 mois de durs combats, l'armée rouge réussit à percer les lignes allemandes. Au mois d'août, elle n'est qu'à quelques jours des frontières de l'Allemagne, prêt à envahir la mère patrie. Les commandants allemands déploient une unité de canons d'assaut Stug pour obtenir de l'information sur les déplacements des troupes ennemies et détruire les éléments clés de l'avancée soviétique. Notre mission était de trouver les chars russes, de défendre notre position et de leur infliger le plus de dommages possible. J'ai vu un T-34 qui se dirigeait vers la forêt. J'ai tiré. Et au même moment, j'ai aperçu un éclat de lumière au loin. J'ai vu que le flash provenait d'un char ennemi. Et j'ai crié « On nous tire dessus, attention !» On a été touché. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à genoux derrière le char. Mes bras étaient brûlés. Mon visage aussi. Ça semble impossible, mais c'est ce qui s'est passé. J'en ai fait des cauchemars plus tard. Je me disais que j'aurais pu y laisser la vie si l'obus avait frappé une autre partie du char. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le long des lignes de front, l'armée rouge piétine les forces allemandes. Des renforts viennent alimenter les forces soviétiques tous les jours, tandis que l'armée allemande faiblit de plus en plus. De toute évidence, ils n'en ont plus pour très longtemps. À la fin de juillet, l'armée rouge a presque complètement encerclé le groupe d'armées nord allemand. Des éléments du premier front balte soviétique resserrent l'étau en se dirigeant vers le golfe de Riga. J'étais présent pour le reste de la guerre dans les pays baltes et j'ai participé à un raid plutôt intéressant. Notre mission était d'avancer avec une force supérieure, constituée entre autres d'une division complète et d'un régiment de chars lourds. Notre objectif était de percer les lignes de front et de progresser en direction du golfe de Riga. Le but était de coincer les Allemands à Riga, en Lettonie, et à Tallinn, en Estonie. Le 30 juillet 1944, l'armée rouge atteint le golfe de Riga. Ce faisant, elle encercle 30 divisions allemandes et écrase tout espoir d'un renversement de situation pour Hitler sur le front de l'Est. Entre nous, on se disait, c'est peine perdue. Les Allemands sont en manque de munitions, d'essence et de nourriture. L'histoire de Stalingrad se répète, mais cette fois-ci, 500 000 soldats sont pris au piège. On se disait qu'ils n'allaient pas nous laisser tomber. Ils allaient sûrement venir nous sauver. Le haut commandement allemand fait une fois de plus appel au général Yassin Strachwitz et lui donne une mission presque impossible à accomplir. Percer les lignes soviétiques et créer une voie d'évasion pour ses compatriotes. Il n'a que 10 chars d'assaut et quelques jours seulement pour sauver 500 000 hommes. Tout le monde savait que c'était une opération suicide.
Ou 1944. L'armée allemande, si puissante quelques mois auparavant, se bat maintenant désespérément pour sa survie dans les pays baltes. Notre haine pour les Russes devenait personnelle. Il fallait en tuer le plus possible pour arriver à survivre. Le groupe d'armée nord de Hitler est encerclé par les forces soviétiques qui ne demandent pas mieux que de les exterminer. Ce sont eux qui nous ont attaqués et qui ont massacré les nôtres. Mon but était de tuer le plus d'Allemands possible. Les événements de Stalingrad semblent vouloir se répéter pour les 30 divisions allemandes encerclées par l'ennemi. Ils n'ont que deux options, se rendre à l'ennemi ou mourir au combat, à moins qu'ils ne trouvent une façon de fuir. Le général Yassin Strauchwitz est chargé d'explorer cette troisième option. Il cherche à créer une voie d'évasion près du golfe de Riga, où, selon les services de renseignement allemands, les défenses soviétiques sont plus faibles. Le 21 août, Strauchwitz part à la tête d'un peloton de reconnaissance de 10 chars Tiger. Il traverse les lignes soviétiques sans se faire remarquer et se dirige vers la ville de Tukums près du Golfe. Mais Tukums regorge de blindés soviétiques. Une force d'au moins 50 chars T-34 est stationnée au centre de la ville. Pour créer une voie d'évasion, Strauchwitz doit les anéantir. Strauchwitz n'avait pas froid aux yeux. Il savait qu'en tant qu'officier allemand, il avait la permission de modifier sa mission pour accommoder les changements de situation. Il n'avait qu'un petit groupe d'infanterie et aucune artillerie. Alors, il a décidé que la marine jouerait le rôle de l'artillerie. Strauchwitz et son équipe étaient en contact radio avec la marine. Ils pouvaient donc coordonner l'attaque plus efficacement. Pour neutraliser les blindés soviétiques avant que leurs équipages aient le temps de réagir, Strauchwitz communique leurs coordonnées à une flottille allemande dans le golfe de Riga. C'était la première fois qu'une unité terrestre était appuyée par des tirs de la marine. À 30 km de la cible, les obus de la marine mettent un peu plus d'1 minute à atteindre l'objectif. Après le bombardement intensif et meurtrier, Strauchwitz et ses Tigers font leur entrée dans la ville de Tukums pour éliminer les chars de l'ennemi en fuite. La fumée se dissipe et laisse entrevoir la destruction totale des T-34. Grâce à ce raid audacieux, Strauchwitz perce les lignes soviétiques et ouvre une voie d'évasion pour les soldats du groupe d'armée Nord. Ne me demandez pas comment j'ai survécu. Je ne le sais pas. La mutinerie et la désertion étaient hors de question. Il fallait tenir jusqu'au bout. Les 500 000 soldats fuient l'encerclement de l'armée rouge vers l'ouest grâce au corridor de Strauchwitz.
Hitler ne souffrira pas un autre Stalingrad. Mais le retrait massif des Allemands marque le début de la fin pour le Troisième Reich. L'armée rouge poursuit l'ennemi jusqu'à Berlin et capture la ville au mois de mai 1945. Les survivants de la bataille dans les pays baltes se demandent aujourd'hui si toute cette destruction et toute cette tuerie en valaient vraiment la peine. On nous disait qu'on se battait pour la patrie. Et on le croyait. On nous a lavé le cerveau. On était endoctrinés par l'idéologie du Endsieg, la victoire finale. Aujourd'hui, ça me semble stupide, mais on se battait pour ses croyances. Je me souviens de mes camarades qui y ont laissé la vie. Je ne les oublierai jamais. Qu'ils reposent en paix. On tenait à gagner cette bataille et à débarrasser le monde de l'aberrante saga Hitler. Le prix à payer pour la campagne dans les pays baltes est énorme. Les deux adversaires perdent des centaines de milliers de soldats. D'un bout à l'autre des trois pays baltes, des milliers de civils ont perdu la vie. Leurs maisons sont détruites et leurs propriétés sont ravagées par la guerre. Les vestiges retrouvés en Estonie témoignent des combats sanglants qui y ont eu lieu. En l'an 2000, des historiens pêchent un énorme engin de guerre dans un petit lac près de Narva sur la frontière russe. Ce char d'assaut soviétique T-34 est un des seuls vestiges du passé retrouvés en aussi bon état. Ce char est absolument unique. Une croix allemande a été dessinée sur la carrosserie. On peut en déduire qu'il avait été capturé par les Allemands. Quand ils se sont repliés, ils l'ont probablement plongé dans le lac. On veut préserver notre histoire. C'est pourquoi on souhaite ouvrir un musée et exposer tous ces vestiges. Les batailles de 1944 étaient horribles. Elles ont fait plusieurs morts. La plupart des gens d'ici y ont perdu un être cher.